Allons-y. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour le téléséminaire international des IREM de septembre 2025. C'est le premier de la saison. Eh bien, nous avons le plaisir de savoir ce qui s'est passé lors du colloque de l'espace mathématique francophone au Canada. Car les jeunes enseignants vont nous dire ce qu'ils ont fait ensemble. Ce sera présenté par différents accompagnateurs de ces jeunes enseignants que je laisse présenter. Question et merci à l'ensemble des organisateurs du séminaire de nous permettre de présenter le projet Jeunes enseignants et jeunes enseignants qui s'est déroulé dans le cadre du colloque EMS. Alors, juste peut-être une petite clarification, c'est bien projet jeunes enseignants et enseignantes et pas forcément jeunes chercheurs. C'est-à-dire que les collègues qui sont là, et pour ceux d'ailleurs qui ne sont pas là, en tout cas toutes celles et ceux qui ont participé à ce projet, ils ne sont pas forcément engagés dans des recherches en didactique ou ils n'ont pas forcément les souhaits de le faire. En revanche, ce sont toutes et tous des jeunes enseignants et enseignants. Je veux bien, Marianne, s'il te plaît, que tu passes à la suite. Oui. On va laisser la parole à ces enseignants et enseignantes juste après avoir présenté le projet dans sa globalité. Donc, qui est ce on qui allons présenter le projet? Ben, finalement, trois co-responsables qui représentons pardon, l'ensemble des co-responsables. Et Stéphane vous les présentera tout à l'heure dans leur ensemble. Donc, quelques mots sur ce projet spécial qui est partie intégrante de l'espace mathématique francophone et du colloque ENF. Donc, ces projets existent depuis 2000 et ont lieu presque, il y a une seule exception, à chaque colloque de l'espace mathématique francophone. Donc, ces projets visent non seulement à contribuer à la formation des jeunes enseignants, que ce soit à travers des échanges autour de leurs différents systèmes d'éducation, que ce soit à travers des observations en classe, des activités mathématiques partagées entre collègues, et puis à travers évidemment leur participation. Ce projet vise aussi à créer des liens entre enseignants, et c'est bien entre enseignants et pas forcément entre chercheurs de différents pays. Et puis peut-être, pour reprendre ce que tu as dit, Carole, parce que c'était, je trouve, aussi un bel objectif qu'on peut donner à ce projet, c'est peut-être aussi de donner du baume au cœur à l'ensemble des participants, parce que finalement, si c'est ça qui a transparu à la fin du colloque, ben c'est aussi un objectif que l'on se devait d'atteindre. Alors, Stéphane et Marianne vont prendre la suite et je pense que vous allez comprendre comment finalement la complicité qu'on a pu voir à la fin entre les jeunes enseignants s'est construite dans le cadre ben voilà, du pré-colloque et du colloque. Merci Marianne pour la vie. Alors, merci Nadine. Donc, on a reçu l'ensemble des jeunes au colloque qui se tenait à Montréal. Mais avant le colloque, comme vous le savez, il y a le pré-colloque. Donc, à partir du jeudi 22 mai, on a reçu les jeunes, même un petit peu avant pour certains, certaines. Puis pendant ce pré-colloque-là, on a vraiment organisé des activités à la fois de formation et de socialisation. Donc, différentes activités de formation qui ont été réalisées par des personnes formatrices québécoises, donc dont Louis Côté qui est venu avec nous. Et puis, j'ai aussi animé un petit atelier. On a aussi eu l'occasion de présenter les différents systèmes d'éducation. Donc, chaque jeune était responsable de présenter le système d'éducation de son pays, puis on pouvait ensuite échanger. On a eu la chance de visiter des classes. Donc, chaque jeune a pu aller visiter des classes québécoises, que ce soit du primaire ou du secondaire dans différentes écoles. Puis ensuite, on a pu partager sur les similarités puis les différences entre les différents systèmes d'éducation. Et comme je disais, on a aussi vécu des activités un peu plus sociales, donc un peu de culture. On a mangé de la poutine, on a fait du patin, on a visité le vieux port de Montréal sous la pluie et la semaine suivante sous le soleil.
Et ensuite, à partir du lundi 26 mai, avait lieu le colloque. Donc, les jeunes se greffaient vraiment à des groupes de travail pendant le colloque. Donc, en plus du projet spécial où on présentait les projets des jeunes, où chaque jeune présentait son projet, ben les jeunes se greffaient à des groupes de travail pendant toute la durée du colloque. Donc, voici un peu le portrait des jeunes qui ont participé cette année à EMF. Donc, du Québec, on avait 4 jeunes, Isabelle, Audrey, Léa et Juliette. Je sais que Isabelle est là aujourd'hui. Je pense que les autres n'ont pas pu se joindre à nous. C'est pas évident avec le décalage horaire parce qu'en ce moment, elles sont probablement toutes en train d'enseigner. Et puis ensuite, voilà, on avait des personnes de toute la francophonie. On avait des personnes d'Afrique, donc du Maroc, Asma et Myriam, d'Algérie, Samia Nassima, du Liban, Micheline, qui ont pu venir en présentiel à Montréal. Et je tiens à souligner aussi que Alassane et Salif du Burkina Faso et Karel et Brandel du Cameroun ont participé, mais pour des raisons regrettables de difficulté à obtenir les visas, ils et elles ont participé à distance. Ensuite, on avait des personnes de l'Europe, donc de la France, Pauline. Non, c'est pas de la France. Pauline et Ève, c'est la Belgique. Désolée pour la petite erreur sur la carte. Donc, Pauline et Ève de la Belgique, de la France, on avait Chana et Pierre, de la Suisse, Cara et Fanny. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis vraiment désolée si j'ai oublié quelqu'un. Donc, on avait vraiment une belle équipe cette année. Merci encore à toutes et toutes d'être venues. Alors, je vais continuer. Merci, Marianne. Je vais continuer en vous présentant très rapidement les différentes thématiques sur lesquelles portaient les présentations des jeunes des jeunes enseignants et enseignantes. Donc, pendant l'espace qui était dédié lors du colloque. Donc, vous pouvez prendre connaissance des intitulés. Vous pouvez remarquer également qu'elle couvre aussi bien le primaire, le secondaire et même les travaux portent sur l'université. Si vous êtes plus intéressé, bien sûr, vous retrouvez leur travail de manière plus détaillée dans les actes du colloque. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ceci. Et je te laisse passer à la suivante, Marianne. Donc les travaux d'avant, c'était 19 jeunes, hein, vous avez peut-être pas eu le temps de compter, et 7 nous font le plaisir de présenter et de revenir sur leur participation lors de ce projet. On a choisi cet ordre-là, donc Isabelle démarrera, puis ensuite Pauline, Pierre, Nassima et Samia, Ève et Micheline. On leur a demandé de faire court, donc on espère qu'ils vont pouvoir respecter cette consigne pour laisser un petit peu de temps pour des échanges, et on s'excuse par avance si ça venait à déborder un tout petit peu. Et je crois que je ne vais pas en dire plus parce que justement, on va leur laisser le maximum de temps. Donc place aux jeunes, il me semble. Donc, Isabelle, la parole est à toi. Et puis, comme c'était de coutume au Québec, je vais gérer le temps. Donc, je vous ferai signe si vous parlez trop longtemps. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, je me présente rapidement. Isabelle Debois, je suis étudiante à la maîtrise en éducation profil recherche à l'Université du Québec à Rimouski. Puis, j'ai assisté au colloque de l'AMF, en fait, dans le but de m'initier à la rédaction et à la communication d'un article scientifique. Je faisais mes débuts, là, justement, dans tout ce qui était la recherche. J'avais fait des épreuves et des tâches connexes en tant qu'auxiliaire de recherche, mais de là à rédiger quelque chose de moi-même et à mener un petit projet, c'est quelque chose que j'ai bien aimé et qui m'a motivée à poursuivre aussi ma maîtrise. J'ai aussi assisté dans le but de développer toutes mes connaissances et mes compétences par rapport au domaine de la recherche, mais aussi à nourrir mes réflexions. Donc, j'étais encore à ce moment parfois indécise sur quelques sujets de ma recherche. Puis avec les discussions que j'ai eues là, à l'EMF là-bas, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses, puis justement de voir un petit peu des nouvelles réflexions là, concernant mon sujet de recherche. Génial. Mon sujet de recherche était notamment sur l'éducation inclusive. J'ai eu la chance d'analyser la pratique d'un enseignant et de ses gestes professionnels. Donc,
Je me suis intéressée au geste professionnel de cet enseignant-là qui est au Québec, qui est un enseignant de quatrième année, soit de 7-8 ans, pour des élèves de 7-8 ans, pardon. Puis, je m'intéressais à tous les gestes qu'il posait pour enrichir l'activité mathématique des élèves, pour favoriser l'autorégulation dans leurs apprentissages. Ça m'a permis notamment d'observer sa culture de classe, son organisation de classe, mais aussi les manières qu'il faisait pour autoréguler les apprentissages de ses élèves, puis les relances qu'il posait durant l'activité mathématique. Comme un petit peu je l'ai mentionné, ça m'a permis aussi de développer toutes mes compétences et de passer au travers d'un processus de recherche plus accéléré, là, c'est bien de le dire, mais de connaître un petit peu toutes les sphères, soit de la rédaction, l'analyse, mais aussi jusqu'à la communication que j'ai grandement aimé. On peut passer. Génial. Puis, pour terminer, je pense que les points positifs que j'ai retenus là, de cette expérience-là, c'est vraiment les rencontres significatives que j'ai vécues, notamment avec les chercheurs et les chercheuses lors des activités, mais aussi des groupes de travail. En tant qu'étudiante, parfois, on lit des textes et tout, mais de voir ces personnes-là en vrai, puis de pouvoir leur poser des questions sur des articles, par exemple, qu'on a déjà lus ou qu'on a déjà écrits, je trouve que c'est très pertinent et enrichissant aussi. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a accès là, devant notre ordinateur seul lorsqu'on lit, mais j'ai trouvé ça excessivement intéressant. Puis, notamment les collègues et les amitiés qui se sont créées là, au projet Jeune, je pense que tout le monde le sait. Puis, ça m'a aussi permis de m'ouvrir sur les enjeux communs en didactique des mathématiques, participer au projet Jeune. On l'a parlé, on présentait les systèmes éducatifs aussi, mais de connaître un petit peu les enjeux qui circulent, surtout en mathématiques au travers le monde. C'est quelque chose qui est intéressant là, de connaître que parfois au Québec, c'est pas juste ici que ça arrive, là. Il y a autre chose ailleurs qui est plaisant d'en apprendre davantage. Je pense que j'ai respecté mon temps. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, Pauline, si tu es prête, la parole est à toi. Oui. Bonjour, donc moi c'est Pauline Dumonceau, donc je suis enseignante dans le secondaire supérieur, c'est-à-dire pour des étudiants à partir de 16 ans. Donc j'ai fait un master en didactique des mathématiques et actuellement je suis assistante et doctorante toujours en didactique des mathématiques à l'université de Mons, donc en Belgique, et sous la direction de Stéphanie Bridou. Pourquoi j'ai participé à ce colloque? Pour moi, c'était une opportunité de vivre un premier colloque justement dans cette formation en tant que future chercheuse, pardon. De pouvoir échanger sur ma recherche, mais aussi de découvrir les travaux qui ont déjà été réalisés ou qui sont en cours dans d'autres pays. Donc, tu peux passer. Au niveau de mes projets, donc dans mon travail de fin d'études, donc dans mes mémoire, j'ai étudié l'articulation entre l'algèbre, alors je ne sais pas pourquoi il y a un F qui s'est ajouté qu'il n'y a pas actuellement, et l'analyse pour enseigner le second degré. Et c'était une étude des pratiques enseignantes. Dans cette recherche, en fait, j'ai entre autres analysé des manuels scolaires et réalisé des entretiens avec une dizaine d'enseignants. Et au terme de ce travail, que je vous invite à consulter si jamais ça vous intéresse, on avait mis en avant certaines limites et donc certaines perspectives. Et ces limites, c'était que mes résultats étaient tous issus de pratiques déclarées. Donc une première perspective, c'était d'étudier les pratiques effectives des enseignants, donc d'aller voir en classe ce qu'ils font et d'élargir mon échantillon. Et puis une autre limite, c'est que la majorité des enseignants que j'avais interrogés avaient en fait une formation en didactique des mathématiques. Et donc, on s'est posé la question de ce qu'on pouvait retrouver comme résultat si maintenant on faisait les mêmes entretiens avec des personnes qui avaient une autre formation. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé ici depuis mai, justement, depuis le colloque, où j'ai interrogé ces enseignants-là. Et je suis en train maintenant de comparer leurs réponses avec les réponses des enseignants que j'avais déjà interrogés. Et donc, tout ça me posait la question de pouvoir étudier l'impact, du coup, de la formation initiale des futurs enseignants de mathématiques sur les pratiques des enseignants débutants. Et donc ça, c'est vraiment le sujet qui m'occupe pour ma thèse et qui donc il va encore m'occuper pour ces 5 prochaines années. Ensuite, en autre projet, j'ai rédigé un article sur mon mémoire qu'on va bientôt soumettre et que je l'espère sera publié. Et bien sûr, dans le cadre de ma formation, enfin, je vais participer à d'autres colloques, comme notamment, normalement, si tout va bien, le colloque INDROOM qui aura lieu en juin 2026.
Donc voilà, au niveau de mes projets. Et alors, ce qui m'a marqué de ce colloque, c'est tout d'abord, comme on l'a un peu dit, la découverte des systèmes éducatifs dans les autres pays, parce que c'était assez impressionnant de voir comment les autres pays fonctionnent dans leur système, qui est vraiment différent du nôtre. De aussi en discuter un peu plus avec chaque jeune et avec les autres chercheurs de leurs recherches et de ce qu'ils ont réalisé, eux, dans leurs études. Et aussi quand même la culture montréalaise, qui était quelque chose de nouveau, puisque je n'avais jamais été à Montréal avant. Ça m'a permis aussi de rencontrer et de faire beaucoup de discussions et surtout de rencontrer tous ces jeunes, tous ces participants du projet Jeunes, avec qui, comme on l'a déjà dit, on a créé beaucoup, beaucoup de liens. On a vraiment fait beaucoup d'activités sur les 10 jours, comme le montre un peu la petite photo que j'ai mis là. Et ça a vraiment créé des liens forts. D'ailleurs, on est encore en contact avec certains jeunes de différents pays et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et je pense que si je devais résumer tout ce colloque, pour moi, c'était une expérience qui était riche, tant culturellement, relationnellement, intellectuellement, mais aussi professionnellement. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Pauline. C'est le tour de Pierre. Alors, du coup, moi, je m'appelle Pierre Chanet, je suis professeur des écoles dans la circonscription de Sarcelles-Nord. Du coup, moi, on m'a proposé de participer au projet Jeunes enseignants de l'EMF à la suite de mon mémoire de fin d'études. Et grâce à ma participation, en fait, à un lieu d'éducation associé, un LEA, qui regroupe des enseignants dont je fais partie et des chercheurs qui, en fait, ce groupe-là s'intéresse à l'élaboration de problèmes mathématiques permettant de faire travailler la modélisation. Et du coup, pour moi, l'EMF, c'était l'opportunité de découvrir plus en détail le monde de la recherche qui était un peu une nouveauté pour moi. Et en fait, durant l'EMF, j'ai pu expliquer qu'au sein des classes dans lesquelles j'enseigne, j'observais qu'un certain nombre d'élèves ils rencontraient des difficultés en résolution de problèmes. En fait, la majorité des élèves, lorsqu'ils sont confrontés à un problème issu de la vie réelle, ils font des calculs au hasard sans mettre de sens sur ce qu'ils font. En fait, ils parviennent pas à amener une situation réelle à une situation ancrée dans le réel, à une situation à une situation mathématique. Et en fait, ils mettent pas de sens sur ce qu'ils font. Et moi, j'ai à cœur d'aider mes élèves à mettre du sens sur ce qu'ils font. Et du coup, pendant le MF, j'ai pu présenter et échanger au sein du projet Jeune, mais aussi au sein des, euh, de mon groupe de travail, euh, un dispositif qui, d'après mes recherches, permettrait un dispositif vidéo et du cabagnol, du coup, qui est présent sur la diapo, qui permettrait en fait de faire travailler aux élèves la modélisation, qu'ils arrivent à se saisir eux-mêmes de ce travail, pour qu'ils puissent traduire une situation qui pose problème dans la réalité, dans le monde des mathématiques. Et j'ai pu aussi échanger avec un certain nombre de chercheurs sur mon lieu d'éducation associé, mon Léa dont je fais partie, mathématisation de problèmes concrets en vidéo, et du coup échanger pour venir enrichir mon groupe collaboratif. Et du coup, ce qui en ressort de ce projet EMF, c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'apprentissage, euh, beaucoup de belles rencontres. Et je rejoins un peu mes collègues. C'est en fait, on a des systèmes éducatifs qui sont parfois très différents et pourtant on est confronté aux mêmes réalités. Et, euh, et, on, et aussi, on en retire qu'on est tous finalement très, très contents d'échanger en fait, peu importe du pays où on vient. Voilà. Et un jacuzzi met tout le monde d'accord, c'est ça que j'ai compris, peu importe si on vient de Suisse, d'Algérie ou de France. Merci beaucoup, Pierre. Alors, on va continuer avec Nassima qui va pouvoir nous présenter ses réflexions, ses projets, mais aussi les réflexions de Samia qui ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, je suis Nessima, je viens d'Algérie et si je déborde un peu, vous allez m'excuser parce que je vais parler en mon nom et au nom de Samia justement. Donc toutes les deux, on vient d'Algérie. Samia est absente aujourd'hui. Moi, je suis enseignante de mathématiques dans un lycée privé. Samia est enseignante de mathématiques au lycée français. Et toutes les deux, nous sommes membres de la SMA. C'est une société de chercheurs mathématiques et c'est donc
ce contexte-là que nous avons participé à EMF. Alors, EMF 2025 est articulé autour de l'éducation mathématique face à un monde en accélération, enjeux, défis et opportunités. Parmi les enjeux, la formation des enseignants qui doivent constamment actualiser leurs pratiques pour faire face à ce monde en accélération. Des savoirs mathématiques en évolution constante, puisqu'ils sont impactés par le numérique. Les enseignants doivent comprendre les nouveaux usages de l'IA pour rester pertinents et mettre à jour, dans ce contexte-là, leurs connaissances didactiques et technologiques, sans négliger le fait que certains professeurs peuvent montrer une résistance au changement avec un sentiment de surcharge. Le défi conjecturé, pas conjecturé, mais plutôt conjuguer adaptation rapide et continuité pédagogique, éthique et sociale, faire face aux défis d'équité pour garantir les mêmes chances à tous les enseignants et tous les élèves, accès inégal et outils Internet, c'est ce que nous avons remarqué à EMF. Aussi, le monde change plus vite que le programme, alors que nous avons l'obligation de préparer les élèves à des métiers et des technologies futures. Les opportunités. L'accélération oblige à innover, à favoriser l'activité chez l'enseignant et l'apprenant. Redonner du sens à l'acte d'enseigner, l'enseignant redevient un acteur clé, c'est-à-dire qu'il doit maintenant aider à trier le flux d'informations. Non plus, le rôle de l'enseignant bascule de celui qui transmet le savoir à celui qui cultive la curiosité, aiguise l'esprit critique. C'est ce que nous avons remarqué dans certains groupes de recherche lors de EMF. Lorsqu'on parle de l'IA, justement, on pense réseau numérique et informatique. On pense en langage 0,1. Mathématiquement parlant, ce langage se retrouve dans le langage des probabilités. Ce n'est pas par hasard, puisqu'on ne peut pas étudier la programmation sans étudier les probabilités. Alors que beaucoup d'élèves rêvent d'étudier l'IA après le bac, paradoxalement, ils aiment rarement les probabilités au lycée, d'où mon intérêt pour ce domaine d'études. Et justement, pourquoi l'étude des probabilités fait-elle si peur, aussi bien aux élèves qu'aux enseignants ? Est trop abstrait dans leur esprit. Pourquoi ne parviennent-ils pas à matérialiser cette notion? Ces questionnements-là font écho à ceux de Raoult et Arnoux 2013, dont j'ai utilisé un petit peu un bout de leur article pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque un petit peu et chez les enseignants et chez les élèves. Et j'ai remarqué aussi que Marianne, qui est avec nous, a fait un article sur ce blocage-là. Ce n'est pas seulement pour la France et l'Algérie. Ce qui m'a motivée à vouloir observer dans mes travaux de recherche pour mon master en didactique des mathématiques comment l'enseignant et les élèves appréhendent cette notion en classe. Les amis, nos pratiques d'enseignement sont-ils ou vont-ils être obsolètes? Ma présence à EMF de Montréal m'a fait réfléchir à cette question très sérieusement. Et dans cette mesure, lorsque nous avons échangé entre nous sur le plan professionnel et personnel, justement, on en parlait tous là. Le moment passé avec vous était bien sûr inoubliable, ça je le redis comme vous tous, mais quelque chose m'a marqué. Vous vous rappelez la séance de jeux mathématiques à l'extérieur? Ça a été un déclic pour moi. Je me suis rendu compte que parmi les opportunités, que je n'ai pas citées tout à l'heure, c'est le travail collaboratif. S'il est bien mené, c'est comme une force d'une monnaie unique, si je peux me permettre la métaphore. Construire un bloc commun, enrichi, comme l'a dit tout à l'heure notre chère Carole Baheux, nous unir une situation de participation globale, ça pourrait être une innovation pour ce monde en accélération. Nous unir pour aller plus vite ensemble. Donc, comment on va faire? C'est ce que j'ai proposé aussi à la fin du colloque, de réaliser une œuvre commune pour présenter quelque chose pour EMF 2029. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été longue. C'est parfait, Nassima. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et donc, tu peux continuer avec celui de Samia. Non, Samia n'est pas là. Ah oui, alors Samia, par contre, elle avait présenté un travail sur la fonction affine et la difficulté à faire le lien entre les différents registres. Voilà. Et donc, voilà, si vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir dans l'exact. Merci beaucoup, Nassima. Merci. On est donc rendu à Ève. À toi la parole.
Oui, voilà, donc moi c'est Ève Tillement, je travaille à l'Université de Namur comme chercheuse à l'Institut de recherche en didactique de Namur et je suis aussi enseignante au centre scolaire Asti-Moulins en professionnel en fin de secondaire, donc des élèves de 16 ans et plus. Ce qui m'a amené à participer à l'EMF, d'abord c'est pouvoir partager les expériences avec d'autres jeunes enseignants. Donc vraiment ce partage de différentes expériences, de différents systèmes, et pouvoir faire ça tous ensemble, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et puis il y avait aussi le fait de pouvoir présenter la thématique de recherche dans un cadre bienveillant et donc moins codifié parfois que celui quand on présente comme chercheur dans un colloque, et donc de pouvoir se confronter à ça une première fois avec un peu plus d'accompagnement et d'indulgence. Et enfin, ça m'a permis d'avoir des apports pour chacune de mes fonctions, donc tant au niveau de la recherche qu'au niveau de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire. Vraiment, chaque facette de mon métier pouvait en tirer des bénéfices de la majorité, en tout cas de certaines des activités auxquelles j'ai participé. Alors par rapport à mon projet de recherche, ben, le contexte c'est que je suis en Belgique francophone et donc c'est dans ce contexte que je travaille, et je travaille sur la logique à la transition entre le secondaire. Donc l'enseignement secondaire c'est la fin de l'enseignement obligatoire de 12 à 18 ans en Belgique francophone, et puis l'enseignement supérieur après 18 ans, en particulier à l'université. Et donc, pour illustrer ce travail, j'ai choisi de prendre un exemple. C'est celui des passeports pour le bac. Donc, le passeport pour le bac, c'est un examen qui est présenté en tout début de première année d'université. Donc, l'accès à l'université est ouvert, n'est pas soumis à un examen d'entrée, par exemple, ou à un concours. Et donc, on propose aux étudiants un examen qui évalue les prérequis, donc ce qu'ils sont censés avoir acquis pour pouvoir accéder au cursus relativement facilement. Et alors, suite à ça, ils peuvent faire des remédiations, retravailler vraiment beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui sont mises en place. C'est pas juste une évaluation, derrière il y a tout un processus d'accompagnement. Et une des questions de cet examen, c'est donner la négation de la phrase «Personne n'aime tout le monde». Et donc, il y a plusieurs propositions. La A, personne n'aime personne, tout le monde aime quelqu'un, tout le monde aime tout le monde, il y a au moins quelqu'un qui aime tout le monde, il y a au moins quelqu'un qui n'aime personne. Ça, c'est la question qui est proposée pour évaluer donc les connaissances en logique. Alors, il y a plusieurs difficultés qui se posent par rapport à cette question. D'abord, le choix d'utiliser la langue française. Et donc ça peut emmener avec l'usage du bon sens ou de la logique au quotidien, plus que de la logique mathématique. L'autre difficulté qu'il y a, si tu peux passer à la suite, je sais pas dans quel, oui, c'est contraire et négation, je sais plus dans quel genre j'avais mis. Donc contraire et négation, c'est pas la même chose. Ici, on demande la négation mathématique, mais il y a aussi parfois le contraire. Le contraire, ou un contraire, je devrais plutôt dire, c'est donc un contraire de personne, ça peut être tout le monde, parce qu'on peut pas à la fois avoir personne et à la fois avoir tout le monde. Donc ça peut pas être vrai en même temps. Donc deux choses vont être contraires l'une à l'autre si elles peuvent pas être vraies en même temps. Alors que quand on demande la négation, non seulement elles ne peuvent pas être vraies en même temps, mais elles ne peuvent pas être fausses en même temps non plus. Et donc, si on regarde la proposition B ici qui est indiquée, quand on a tout le monde aime quelqu'un, mais tout le monde, ça va être le contraire, un contraire de personne. Aime, c'est le contraire de n'aime pas. Et quelqu'un, c'est le contraire de tout le monde. Et donc, on a partie par partie sur cette phrase, chacun qui est pris, qui est le contraire de l'autre. Et enfin, la dernière difficulté, du coup, c'est le fait que personne et tout le monde, ben, ça donne les quantificateurs universels. Et donc ça aussi, ça apporte pas mal de difficultés. Et donc quand on regarde cette question, la bonne réponse, c'est la réponse D. Et en fait, la réponse qui est la plus donnée, c'est celle avec les contraires qui est la réponse B. Et donc moi, mon travail se concentre sur faire des analyses justement de ce qui peut être compliqué. Et puis après, ben, dans ce content, trouver des solutions. Alors, par rapport à l'expérience du projet Jeune enseignant, ce que j'en retiens, ben, c'est d'abord tous les ateliers qu'on a eus, parce que ce qui m'a vraiment parlé, donc là, vous allez voir des photos des différents ateliers, mais c'est vraiment ce lien entre la recherche et la pratique. Et donc, on avait à la fois le côté très documenté du travail qui était fait, et en même temps, le fait de pouvoir le mettre en pratique et donc de l'intégrer facilement, et puis de pouvoir envisager des perspectives pour transférer ça directement dans ma pratique en tant qu'enseignante. Et donc ça m'a vraiment beaucoup parlé, et oui, et je pouvais tout de suite me projeter
plein de niveaux par rapport à ça. Et puis évidemment, ben, comme malheureusement tout le monde, non, heureusement tout le monde l'a dit, c'est un peu répétitif, mais c'est vraiment les rencontres avec tout le monde, que ce soit au niveau du groupe de travail dans lequel j'étais, mais encore plus avec tous les membres du projet jeune, parce qu'on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble. On a vraiment pu avoir des discussions hyper intéressantes et puis on a créé des liens très très forts. Et donc voilà, donc ça, ces rencontres, que ce soit au niveau des chercheurs confirmés, des encadrants qui sont aussi des chercheurs confirmés, mais des encadrants qui étaient dans ce rôle-là pour le projet jeune ou les autres jeunes, ben voilà, c'est vraiment des rencontres qui marquent et qui durent. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Eve. Alors, pas de souci, on peut répéter autant de fois que nécessaire que l'aspect relationnel était vraiment chouette l'été passé. Donc, on serait rendu à Micheline du Liban. Donc, Micheline, si tu es prête, la parole est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Micheline Fayad, enseignante de mathématiques au Liban et assistante de recherche à l'université Maqasid. Donc, tout d'abord, être engagé dans ce projet et partager des recherches à l'international. Comment et pourquoi? Tout d'abord, comment? C'était à travers prof. Dr. Iman Ostad, doyen de la faculté de formation des enseignantes à l'université de Maqasid. Pourquoi j'ai participé à ce colloque? Parce que l'une des visées de l'EMR, c'est de promouvoir les réflexions et les échanges au sein de la francophonie sur les questions vives de l'enseignement des mathématiques dans nos sociétés actuelles au niveau primaire, secondaire et supérieur, ainsi que sur les questions touchant aux formations initiales et continues des enseignants. Et en gras, je veux dire, face à un monde en accélération. Cette situation d'accélération et d'emplacement à produire est d'autant plus sensible en mathématiques, lieu traditionnel de la réflexion et du raisonnement. On a trois dimensions de l'accélération sociale. Marianne, tu peux passer. Merci. On a l'accélération technique, l'accélération du changement social et on a l'accélération de rythme de vie. Dans le contexte actuel, l'évolution rapide des technologies, la multiplication des interactions et la pression sociale dans nos sociétés actuelles nous imposent de réfléchir sur de nouvelles innovations afin de transformer positivement la manière dont nous enseignons les mathématiques et la manière dont les élèves apprennent. Alors, cela m'a permis de diffuser mes réflexions, recevoir des rétroactions, créer des collaborations, entrer en contact avec autres recherches et enrichir mes réflexions. Ensuite, durant le colloque, on a fait un échange sur les systèmes d'enseignement de formation de nos pays. On a fait une activité Busy-Class mathématique titrée Apprendre la numération et l'arithmétique, comprendre le défi, que cela représente en se postant dans la posture de l'élève. Les activités de cet atelier m'ont mis en lumière des principes fondamentaux des mathématiques que j'ai explorés avec mes collègues tout ensemble afin d'en faire bénéficier les élèves. Il y avait des liens concrets avec la réalité vécue par les élèves lors de l'apprentissage des mathématiques et ses implications sur l'enseignement. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait, Micheline, tu peux continuer. Je veux m'arrêter seulement juste une minute pour allumer de nouveau parce que coupure de l'Internet. Ah, ça va, ça marchait. Et alors, c'était une numération en base de 5. On a appris le tableau de numération, précisé le chiffre de position, comparé des nombres. Ainsi, on a fait les visites des classes québécoises du primaire. Moi, j'ai passé à l'école FACE. Ce qui m'a attiré l'attention, c'était le papier d'aide-mémoire et le livre utilisé. On a goûté la tarte avec Marianne et les petits connaissent, merci Marianne. Et ensuite, on a participé à une activité au laboratoire didactique titrée Fractions sans papier ni crayon. Ainsi, on a vécu les maths en plein air avec Malika Perrault. Durant le colloque, j'ai suivi du début jusqu'à la fin du colloque le groupe de travail G3, différentes pensées mathématiques, et j'ai participé à ces travaux lors de la discussion. J'ai beaucoup apprécié l'équilibre entre les temps de présentation et les temps d'échange dans ce groupe, ainsi que les temps accordés à la réflexion collective en fin de séance selon le nombre de participants dans le groupe. Quand au projet jeune, j'ai présenté un papier en tant qu'un travail de recherche et pas une mémoire en fin d'études. Alors, mon thème, c'était l'apprentissage de la preuve en géométrie
Effet des variables didactiques sur les stratégies de raisonnement des élèves en quatrième. Mon étude qualitative s'inscrit dans le cadre de la théorie des situations didactiques de Brousseau, avec attention particulière à la notion des variables didactiques comme levier d'apprentissage. Le choix des variables didactiques mises en évidence, le type de problème, euclidien analytique et contexte de vie réelle, et ainsi que leur ordre de présentation. Pourquoi ces choix des variables didactiques? Pour comparer les difficultés rencontrées par les élèves dans différents contextes, analyser si l'ordre dans lequel les 6 élèves résolvent les 3 problèmes isomorphes influence la résolution en favorisant la familiarité croissante avec les concepts et les types de preuves, moduler la difficulté et révéler les stratégies cognitives mobilisées. Donc, la problématique que j'ai posée, c'était dans quelle mesure la formulation d'un problème de démonstration influence-t-elle la capacité des élèves à construire une preuve géométrique. C'est une étude qualitative par entretien clinique avec 6 élèves de 13 ans, brillants en mathématiques, école française multiculturelle, visant à analyser leur stratégie de preuve en géométrie. Marianne, le slide suivant, s'il te plaît. 3 problèmes isomorphes demandant de prouver l'alignement des points, mais dans des contextes différents, ont été posés. Donc, on a P1, géométrie familier pour les élèves, avec ses formulations classiques et avec les symétries. P2, problème de géométrie analytique, et P3, géométrie de vie réelle, qui porte sur la modélisation abstraite d'une situation concrète ajoutant une complexité cognitive. Chaque élève a résolu individuellement les 3 tâches dans un ordre différent lors de 3 séances espacées de 2 semaines, en explicitant toutes leurs démarches. Les entretiens filmés accompagnés de notes ont permis d'observer leur raisonnement, représentation et ajustement stratégique. Donc, l'analyse montre que le type de problème et l'ordre de présentation dans le slide suivant influence fortement la construction de preuves. L'ordre P1, P2, P3, P1, P3, P2 favorise un formalisme rapide mais reste fragile dans les tâches contextualisées. L'ordre P2, P1, P3 donne une bonne maîtrise technique mais une difficulté persistante avec l'abstraction, tandis que P3, P2, P1 est le plus efficace car partir du complexe développe une autonomie stratégique. Concernant les types P1 est le plus facile et familier, P2 demande plus de temps mais progresse grâce à l'entraînement. P3, bien le plus difficile, mais favorise un transfert positif vers les autres tâches. Ainsi, la construction de la preuve dépend à la fois du contexte proposé et de la séquence des apprentissages. Donc, l'ordre P3, P2, P1 favorise une meilleure adaptation, alors que traiter P3 en dernier entraîne une régression. Les difficultés apparaissent surtout lors du passage entre cadres géométriques, confirmant les obstacles liés au transfert. Les élèves performants ont su mobiliser ces justifications rigoureuses, soulignant l'importance de la visualisation et l'articulation entre registres, l'articulation des registres auxquels il a parlé du VAL. Et finalement, concernant mon expérience dans le projet Jeune, plusieurs points à parler, à discuter, c'était le renforcement de la coopération, participation au débat, prise de conscience de mon rôle, contribution à la recherche, participation à une réflexion collective francophone et n'oublions pas l'impact sur ma pratique de partager tout ça avec mes collègues. Pour conclure, enfin, je veux dire que je suis chanceuse pour ma participation dans ce colloque où nos préoccupations et nos intérêts sont proches et complémentaires et toute réflexion donnée va forcément être enrichie au contact d'autres personnes qui les partagent. Je remercie les encadrants du projet Jeune pour leur accompagnement. Je remercie toute personne qui a contribué au succès de cet événement pour leur hospitalité et pour la prise en charge des frais de ma participation. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Micheline. Je tiens à souligner, bravo tout le monde pour la gestion du temps qui est impeccable. On aura tout le temps pour une période de questions. Donc, félicitations. Merci pour vos présentations. Voilà. Est-ce que c'est toi, Stéphane, qui gérait la période des questions ou tu veux que je m'en charge? Je peux gérer, mais tu fais ça tellement bien que je suis... Alors, ça me dérange pas de gérer, donc on va conclure sur une petite photo là pour rappeler quand tout le monde était ensemble à Montréal. Et il faisait parfois beau, parfois il pleuvait. Et puis on tient aussi encore une fois là, à souligner la participation des jeunes qui n'ont pas pu venir physiquement à Montréal, mais qui ont vraiment participé aussi du début à la fin.
Et puis, un petit clin d'œil, on l'a dit tantôt rapidement, mais au prochain colloque EMF qui aura lieu en 2029 à Brazzaville. Si jamais vous pouvez être parmi nous et si vous connaissez des jeunes enseignants ou enseignantes qui pourraient potentiellement être intéressés à participer, n'hésitez pas là, à les mettre en contact avec le comité. Et donc, on serait rendu à la période de questions si quelqu'un a quelque chose à adresser à un ou l'autre des jeunes participantes. Alors, j'ai Fabrice qui a levé la main. Est-ce que vous préférez... Je vais arrêter le partage, hein, comme ça on va se voir. Merci pour tous ces exposés. Alors, comme c'est assez disparate, c'est difficile de suivre chacun des exposés. Moi, c'est une question un peu globale. En fait, il y a, on a l'impression que les jeunes qui étaient impliqués sont pas tous. Il y en a qui sont des profs vraiment lambda et il y a des profs qui sont vraiment des didacticiens ou qui sont impliqués dans des thèses. Est-ce que ça, c'est un peu tout le monde, enfin, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, parce que est-ce que les gens qui sont dans des thèses en didactique n'ont pas trop phagocyté ou pris le dessus sur les enseignants lambda? Je pense que le projet au départ, c'est de prendre des enseignants qui seront enseignants, pas qui seront chercheurs, je pense. Vous voyez un peu ma question? Pierre? Moi, je pense pouvoir un peu répondre à cette question parce que je suis un professeur des écoles qui est pas, qui est encore dans sa classe d'ailleurs. Et en fait, moi, j'avais un peu cette crainte quand je suis arrivé parce que j'ai pas le bagage en didactique, même en mathématiques pures, que peut avoir certains autres jeunes qui ont fait qui sont en cours de doctorat ou qui ont fait un master en mathématiques. Et j'avais un peu cette crainte et en fait, pas du tout. Et parce qu'en fait, quand j'avais par exemple certaines notions qui me manquaient, c'est ça qui était intéressant, c'était l'échange. C'était quelqu'un qui a un niveau en mathématiques pures va m'expliquer quelque chose que je maîtrise pas. Et moi, je pouvais apporter aussi par exemple, comme je suis au contact de jeunes enfants, ce regard un peu de jeunes enfants un peu néophytes. Et justement, des fois, ça pouvait faire réfléchir d'une autre manière quelqu'un qui est tout le temps dans une logique très mathématique pure et qui a plus cet œil frais, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'avais un peu cette crainte en me disant, j'ai pas forcément le bagage mathématique pur, un peu plus en didactique, mais en fait, pas du tout. Et j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas pour moi qui suis jeune professeur des écoles, d'avoir pu acquérir un tel bagage, quoi. D'accord. Bon, c'est bien. Je peux. Vas-y, Nassima. D'accord. Ben, je suis enseignante effectivement de mathématiques au secondaire et j'ai un master en didactique des mathématiques, mais lorsque nous étions ensemble à EMF, je me sentais aussi proche de Pierre qui n'a jamais fait de didactique et on apprenait de la même manière et c'était l'échange qu'il y avait entre nous nous mettait dans un statut enseignant seulement. Le côté didactique était mis de côté. Et autant que justement quand j'étais dans des groupes de travail où j'ai eu la chance de rencontrer Fabrice, j'avais des appréhensions au début aussi, mais par exemple, pour moi, rencontrer Fabrice, c'était un rêve. Et puis, tu étais tellement humble, simple. Puis voilà, les échanges qu'on a eus avec vous nous ont donné un petit peu, comment vous dire, du punch. Moi, personnellement, ça m'a donné envie d'aller vers le doctorat. Je me dis, ce monde-là, finalement, il n'est pas inaccessible. Donc, autant j'étais dans un monde d'enseignants, autant j'étais aussi dans un monde didactique et c'était que du bonheur de tout ce partage-là. Merci beaucoup, Nassima. Merci, Pierre, aussi. Si je peux rajouter, on avait aussi un peu prévu là, avec le comité d'éco-responsables, on essayait de prévoir des activités qui allaient permettre justement de mettre tout le monde un peu sur le même pied dès le départ. Et c'est de là qu'est venue l'idée là, de l'activité
brise-glace, qui était celle de Louis Côté, dans une activité dans laquelle je pense pouvoir dire que tout le monde, peu importe le niveau de mathématiques, peu importe le niveau de connaissances didactiques, a été ébranlé autant. D'être ébranlés tous Tout à ensemble, fait. peut-être que ça l'a permis un peu là, de se rappeler qu'on est tous des humains au final. Moi, j'en ai besoin de Nous plus, là. étions même tous des petits élèves. Plus en plus, alors. Qu'est-ce qui s'est passé, alors? Alors, c'était une activité de Louis Côté, comme j'ai déjà dit, là, qui est un formateur à l'Université de Sherbrooke. Et il a créé un système de numération alternatif en base 5 qu'il appelle 5 Pinbun. Et donc, il a vraiment pris le temps de nommer chacun des nombres, d'inventer des symboles. Et il joue le rôle, quand il anime l'atelier, il joue vraiment le rôle de quelqu'un qui ne connaît absolument pas la base 10, ne connaît pas le vocabulaire, il ne connaît pas le concept de base 10. Lui, il compte en base 5. Et donc, il nous invitait à apprendre la numération en base 5 avec lui. Et puis, il commençait par des problèmes, disons, pour le niveau début du secondaire. Et puis, on est tous absolument pas capables parce qu'on connaît pas les symboles encore. Donc, ensuite, il est obligé, il se voit forcé de rétrograder, de nous proposer un problème pour la moitié du primaire, mais on comprend toujours pas parce qu'il y a encore du symbolique. Et là, ensuite, il va à un problème très, très, très simple du début du primaire et on a encore de la difficulté à le résoudre parce qu'on connaît pas les mots, le vocabulaire qui est utilisé pour parler de nombres pourtant très petits. Et donc, ça nous force un peu en tant qu'enseignant, enseignante, formateur, formatrice, à nous mettre dans la peau d'un enfant qui apprend notre système de numération, alors que c'est quelque chose qu'on a tous et toutes intériorisé depuis tellement longtemps. Donc voilà, Christian, j'ai essayé de faire ça bref, mais si jamais ça vous intéresse, on a partagé un article que Louis a écrit avec Vincent Martin au sujet de cet atelier 5 Pitbull. D'accord, merci beaucoup. C'est plus clair. Ouais, donc ça avait été décrit. Euh, alors donc, il y a un professeur des universités qui vous appelle prof lambda d'un côté. Donc, j'ai un petit peu du mal à croire quand même que ça a été si horizontal que ça, cette réception. Est-ce que c'est visé pour... Est-ce que c'est une question ou une affirmation? C'est une question, est-ce que c'est visé? Question. Non, 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 c'était un petit peu pour tout le monde. Voilà, mais bon. Ok, si c'est comme ça que vous l'avez vécu, c'est super chouette. Très, très bien. Mais je peux peut-être, moi qui suis à la fois enseignante et puis chercheuse en thèse, pour l'expérience de l'activité brise-glace, effectivement, ben, elle est faite par un formateur d'enseignants, donc elle a été conçue pour remettre des gens qui veulent devenir professeurs de mathématiques dans la peau d'un élève qui apprend et qui découvre certaines choses, et donc pour nous confronter aussi de manière aussi proche que possible aux difficultés que les élèves rencontrent quand ils sont mis pour les premières fois face au système de numération. Et donc, euh, ouais, on a fait cette activité vraiment ensemble et ça nous permet de nous remettre face aux difficultés qu'ont les élèves. Et d'ailleurs, enfin, tout le monde n'a pas réagi de la même manière, comme il a d'ailleurs avec les classes en formation initiale avec certaines personnes qui se braquent facilement en se disant ça va pas, je vais pas y arriver et qui perdent tous leurs moyens, d'autres qui sont plus curieux et qui vont aller chercher et trouver le défi, enfin voilà, avec vraiment différentes manières de fonctionner. On a globalement, j'ai l'impression qu'on a réagi comme réagirait le public en formation initiale à qui c'est destiné ou à peu près. Donc c'était une activité très très bien conçue justement pour nous mettre tous dans la peau des élèves et en tirer chacun, du coup, ce qu'il a en tiré par rapport à sa pratique, par rapport à ses réflexes et se rappeler parfois de certaines choses. Moi, si je peux me permettre aussi, ça m'a fait réfléchir sur le plan didactique au temps didactique. C'est-à-dire que lorsque nous étions en pleine activité, nous étions tous perdus, mais en même temps, comme tu disais si bien, Ève, nous étions dans la peau d'un élève et à un certain moment, ça nous brûlait les neurones. Et moi, personnellement, je suis très exigeante avec mes élèves et là, je me disais, oh là là, quand c'est quelque chose de nouveau, il faut pas étaler la nouveauté sur beaucoup de temps peut-être. Il faut réfléchir sur le temps d'apprentissage en classe. Moi, personnellement, ça m'a fait réfléchir sur ça. Sur la nouveauté, ça peut être lourd quand on s'étale dans le temps pour les élèves.
Très bien pour cette activité brise-glace, mais de manière plus générale, je parlais de tout le colloque, là, EMF. Voilà, comment est-ce que vous l'avez vécu, toutes et tous? Je pense que c'était vraiment une très très bonne idée de commencer par ces, ce moment euh, entre jeunes enseignants et jeunes chercheurs. Ça, c'est clair. Ouais, si je peux intervenir, je pense quand même que le gros point commun qui nous reliait tous, c'est on est quand même tous enseignants, même si on fait, pour certains, on poursuit nos études en faisant un doctorat. Le point commun de départ, c'est qu'on est enseignant. Enfin, pour ma part, j'ai été contactée pour participer à ce colloque avant même d'avoir un poste à l'université pour faire une thèse et j'étais enseignante dans le secondaire. Et personnellement, tout au long du colloque, que ce soit avec les autres participants du projet ou avec les chercheurs, je me suis jamais sentie pas à ma place dans le sens où ben, on partageait tous nos connaissances, comme Pierre l'a dit. Et finalement, je pense que chacun a notre point de vue, avec notre niveau les études qu'on a fait et le niveau d'enseignement dans lequel on s'inscrit, on a pu apporter chacun des choses aux autres. Et enfin, j'ai jamais senti de différence entre l'un ou l'autre parce que on n'était pas au même niveau d'enseignement, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti ça pendant les 11 jours qu'on a passés tous ensemble. Donc voilà. Oui, puis il me semble en plus que pendant les présentations sur les espaces vraiment dédiés, les questions venaient de l'Assemblée, donc des autres personnes hors projet, mais il y avait aussi des jeunes qui posaient des questions et c'était pas toujours les mêmes personnes qui posaient des questions, c'était vraiment réparti et chacun amenait son point de vue, son regard sur le travail qui était présenté. Donc moi, j'ai pas ressenti ça non plus, même sur les temps vraiment dédiés sur la présentation de leur travail. Oui, et les Et c'est discussions se sont poursuivies après aussi, parce qu'on n'avait pas tout le temps le temps de répondre à toutes les questions, et donc en général, on en rediscutait sur notre temps plus libre, je vais dire, et enfin, ça a vraiment été très enrichissant comme colloque. c'est peut-être ça la force d'un colloque en didactique, c'est qu'en fait, comme on a une volonté de transmettre, il n'y a pas eu en tout cas, après peut-être aussi en tant que jeune enseignant, on avait un regard en tant que jeune enseignant-chercheur, on avait un regard un peu néophyte, mais il n'y a pas eu de hiérarchie, en tout cas, elle n'a pas été, pour ma part, ressentie. Ressenti. J'appuie ça, Pierre, effectivement. C'est ce que je disais encore, je vais me répéter par rapport à Fabrice, à Philippe. Tu vois, avant de vous rencontrer, je vous voyais si loin, Nadine, puis toute cette simplicité qu'il y avait en vous, ça nous a permis de dire que ben, la recherche, c'est pas un monde inaccessible. Et puis, on n'a pas besoin de finir le doctorat pour entrer dans le monde de la recherche. Il suffit juste d'aller vers les chercheurs, de leur parler. Ils étaient vraiment là en toute simplicité. C'était très enrichissant. Après, EMF, c'est justement ce genre de colloque. C'est un colloque interface, justement. Donc, c'est un colloque où les sujets qui sont discutés se prêtent au fait que se prêtent bien pour que à la fois des enseignants et des chercheurs enfin, interagissent, je pense. Je pense que c'est aussi Mon micro fonctionne, mais c'est ma connexion qui n'est pas géniale. En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans les retours que vous avez faits aussi, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que même pendant les temps d'atelier, vous avez pu échanger avec les collègues dans les ateliers, et pas seulement dans les temps des projets jeunes. J'ai l'impression que vous avez tous et toutes retiré quelque chose aussi des temps d'atelier. Vous n'en avez pas forcément parlé, là je vous vois hocher de la tête, mais c'est là peut-être où on aurait pu craindre que vous ne vous sentiez pas forcément à votre place, parce que c'était peut-être plutôt des présentations de chercheurs, et j'ai pas eu l'impression que ça a été le cas, justement. Mais je vais dire aussi, par exemple, j'ai pas du tout assisté au groupe de recherche où était Carole, mais je l'ai rencontrée dans les couloirs
Et par exemple, Carole m'a encouragée à écrire un article, alors que ni elle a participé au projet jeune, en fait, dans les ateliers du projet jeune, ni j'ai assisté à son groupe de travail parce que j'avais pas le temps, malheureusement. Mais juste pendant des moments où on se rencontrait comme ça entre deux activités, elle n'arrêtait pas de me dire, bah, oui, oui, tu écris, tu m'envoies, on va mettre ça. Et c'est tellement encourageant et formidable. Donc, en fait, c'est pas que les groupes de travail qui nous encouragent à aller vers un côté plus professionnel. C'est vrai, bon, pour revenir à ça, c'est que lorsqu'on buvait le café, il y avait, entre guillemets, suffisamment de temps, on aimerait bien toujours en avoir davantage, hein, mais suffisamment de temps pour pouvoir discuter avec, j'allais dire, avec tout le monde. On ne regarde pas qui est qui. C'est ça. Et ça, c'est bien, c'était bien organisé par rapport à ça. Et ça, c'est appréciable. Parce qu'autrement, et c'est ce que je vois de très gros avantages par rapport à ce qu'on a pu vivre avec l'hybride, ou, etc. Là, bon, c'est pas la machine à café, mais ça revient à ça. Et c'est pareil, les repas qui étaient pris plus ou moins, je veux dire, tous ensemble, il y avait des grandes tablées. Quelquefois, on était assis à côté de personnes qu'on ne connaissait pas, mais on est là pour parler et pour voir un petit peu. Et c'est le principe du colloque, et en particulier, comme disait Fabrice, de MF. On est tous, j'allais dire, on est tous pareils, on est tous ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Nadine, tu vas rempiler pour le Congo-Brazzaville? Peut-être, je ne sais pas, c'est possible. Enfin, je dis possible parce que en fait, il y a quand même du boulot derrière. C'est quand même assez dense comme travail côté responsable. On va pas se mentir. Donc oui, a priori oui. Il faudra voir avec qui. Mais si un autre ou une autre collègue est partant aussi pour le faire, ce sera avec plaisir que je ferai autre chose dans elle. Mais vous étiez deux dans le CS. Non, tu étais toute seule du CS à gérer ça? Non, vous étiez deux. Non, il y avait Mireille. En Ah fait, oui, pour, euh, pour les projets jeunes, on est généralement deux. Il y a quelqu'un qui est plutôt local oui, pour d'accord. gérer tout ce qui est organisation sur place et puis quelqu'un qui est Hmm, plus extérieur. ok. C'est 2029, hein, Christian, attention, le prochain congrès. Attention, c'est 4 ans maintenant. Mm. Ok, ben merci tout le monde. Je pense que est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on se donne rendez-vous en 2029? Est-ce que Avec un projet commun. avec un projet J'es- commun, hein? Et les jeunes, ils J'espère. ont le droit de compiler, de faire plusieurs fois? Je suis pas sûr. Si, il n'y a pas une... Après, ils sont plus tout à fait jeunes, hein. Enfin, arrive un moment. Il est éternellement jeune, hein. Mais après, si je peux me permettre, moi, je faisais partie des jeunes au Bénin. Alors, j'étais une jeune enseignante quand on était à Cotonou, et voilà, maintenant, je fais partie des co-responsables. Donc là, il y en a peut-être ici qui l'entendent, hein? On se voit dans 4 ans. Voilà. Oui, on peut vous retrouver tous dans les groupes, dans les GT, dans les groupes spéciaux, peut-être plus dans le spécial jeune, hein. Vous aurez 4 ans de plus, comme tout le monde. Maintenant, moi, je veux dire par rapport aux jeunes qui étaient là, ouais, est-ce que ça vous intéresse d'être toujours sur la liste du téléséminaire? On fait plein de choses, hein. Donc, dans ce cas-là, je vous rajouterai. Et on pourra se retrouver à ce moment-là. Bon, toujours avec le décalage horaire pour le Canada, mais bon. Oui, oui, moi je veux bien. Oui, moi Moi, aussi, avec plaisir. moi, je suis déjà sur la liste grâce à Gréma, normalement. Très bien, ben, à ce moment-là, je vous donne rendez-vous pour le prochain téléséminaire international des IREM. Je crois que nous écouterons Eric Walter
Godebo-Zé, qui parlera de la démarche de validation et problématique de la construction en géométrie dans l'espace mathématique francophone, l'étude Non, de cas au Cameroun. Ce cette sera, question, c'est pas sûr. c'est pas le c'est- prochain. D'accord, On ne c'est sait pas pas sûr si que c'est ce le soit prochain ou pas. Voilà. D'accord, Il va en faire un. Il y a un problème de timing ok. d'horaire pour Eric Walter. Là, on est en train